Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir, le sommaire. Période de fête de fin d'année, occasion propice pour donner un peu d'amour et plein de cadeaux aux enfants les plus démunis. Quel est le sens de ce acte de générosité? La réponse est à suivre. Eh bien, le Bénin est un grenier de richesse en matière de patrimoine immatériel. Et c'est le cas de la danse. Qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est un pilier qui indique une destination fondable. Et enfin, on les voit habituellement durant le mois de décembre. Dans une ambiance festive, les Kalitas prenaient d'assaut les rues. Mais aujourd'hui, cette distraction se meurt. Bienvenue si vous nous rejoignez. Des actes de solidarité, on en parle beaucoup durant les périodes de fête. C'est non seulement le moment propice pour se retrouver en famille, mais c'est également l'occasion pour offrir des cadeaux à ses proches et donner un peu d'amour aux personnes les plus démunies. Quel intérêt y a-t-il à donner un peu d'amour et de joie aux enfants orphelins en cette période de l'année? Omolade Nadège Sani tente une compréhension. Elle est bien connue sur scène, mais aussi depuis quelques années dans les œuvres sociales. Bien qu'étant une icône de la musique béninoise, Miss Espoir a également fait parler sa fibre sociale en multipliant les œuvres humanitaires. Celle de mettre de la joie dans le cœur des démunis et des personnes en situation difficile. Ces dons dans les orphelinats, centres psychiatriques et prisons ont démarré depuis environ 9 ans. L'idée est d'organiser et d'offrir des concerts pour collecter en retour auprès des spectateurs des vivres et des jouets pour les délaissés. Je suis heureuse de servir à quelque chose. Mais mon objectif, c'est que les enfants aient à manger 365 jours sur 365. Des enfants crèvent vraiment de faim. Les enfants ont faim. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui ont été rejetés. À l'image de cet artiste, bien d'autres organisations, fondations et associations mènent des actions du genre dans le souci de donner de la joie aux enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. Même si le mode opératoire diffère d'une organisation à une autre, le principe reste le même, donner un peu d'amour. On a préféré faire un test de sélection. Malgré que c'est des démunis et des orphelins, mais à côté de faire parler son cœur, nous cherchons aussi l'excellence en milieu scolaire. C'est comme ça que nous avons lancé les tests. Les enfants ont postulé, ils ont composé et nous avons primé les meilleurs. C'est un acte humanitaire et plein de bonnes intentions qui parfois est interprété à tort ou à raison. Nous, à notre niveau, on n'attend rien de qui que ce soit comme retour. Les associations dépensent énormément pour soulager les enfants. Parce qu'avant d'être fondateur ou fondatrice d'une organisation, il faut avoir le cœur. On est obligé de sortir de nos poches. Du coup, dire qu'on détourne, on ne fait pas ça pour attendre quelque chose en retour. Malgré les préjugés, les organisateurs n'entendent pas baisser les bras. Ils comptent bien poursuivre cette noble œuvre. Je pense que ceux-là qui jugent qu'il y a un intérêt dedans, il faut qu'ils s'y mettent pour voir vraiment est-ce qu'il y a un intérêt dans les œuvres sociales. Pour ces représentants d'associations œuvrant dans le social, personne ne choisit d'être orphelin et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est pourquoi ils invitent tous les Béninois à s'intéresser à ces actions pour faire disparaître les inégalités sociales. Et vous l'avez si bien dit, Nadège, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Les danses traditionnelles, le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et de la culture. Elles constituent une immense richesse du patrimoine culturel. Comme la musique, chaque danse porte un nom et peut être
peut constituer une offre touristique. Comment cela est-il possible et sur quels leviers culturels les gouvernants doivent agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Rapi Goudou, gestionnaire du patrimoine culturel, nous donne les précisions. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'Ekweranou. Il y a le Rungan, il y a le Toba, il y a le Toba Ragné, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atchikpe, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété du côté de Sahoué, il y a le Akoto Zenli du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan au niveau de Lomé, par exemple de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier, il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse Agogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rungan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. Parlons toujours de patrimoine immatériel, mais qui malheureusement se meurt au Bénin, c'est le Kaleta. Quand on évoque ce nom, beaucoup de Béninois se rappellent leur enfance, surtout en période de fête. Aujourd'hui, la danse Kaleta se fait très rare dans certaines localités du Bénin, surtout à Cotonou. C'est du moins le constat fait par Aurélie Sauton et Amos Adjo. Danse Kaleta dans un quartier de Cotonou en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passants. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Kaleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi je préfère Kaleta et je rentre dans une ruelle là. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêter pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et les Kaleta, la particularité, c'est que celui qui porte le masque Kaleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent, et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Kaleta en solitaire. Cela ne surprend pas les amoureux de la danse Kaleta, surtout quand on sait que la pratique se raréfie. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation, on faisait des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous à ne pas taper, ne pas une castagnette, ne pas chanter, non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant, où l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc du coup, il y a un aspect, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver.
Et à l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un Kaleta vient danser chez moi, et qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il part, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier. Vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de loin, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur ardeur est émoussée. Et il y a un autre aspect que je peux citer. Le Kaleta, lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratifier, le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le Kaleta vient vers vous, il tend en même temps la main et il demande de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, et on chasse en même temps. Le Kaleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacé de disparition. Réinventer le Kaleta en ce moment où tout se modernise pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. Hors de nos frontières à présent, allons à la découverte de ce artiste plasticien contemporain sénégalais qui s'est fait connaître par ses sculptures métalliques. Il s'appelle Djibril André Diop, plus connu comme étant le maître du fer. Découverte. Il nous invite en bordure de mer dans l'univers des vagues dont il a fait la représentation avec du fer à béton. Quand vous regardez l'horizon, vous voyez la vague qui débute, qui grandit au son maximum et qui retourne à sa source. Ce qui veut dire que tout le monde va revenir à la source. Logé au beau milieu du village des arts, Djibril est un sculpteur qui a opté entièrement pour le métal. Au fait, parce que le métal, d'abord, il y a une certaine complicité. Dans l'organisme de chaque humain, il y a du fer. S'il n'y a pas de fer, on crève, ça c'est sûr. À mes jeunes âges, j'ai fait beaucoup de récup. Mais j'ai trouvé, après, quand j'ai pris conscience, je me suis dit que mais le fer que je ramasse, à quoi il a servi? À quoi? Il a une histoire, ce fer. Alors j'ai dit maintenant, pour ne pas déranger mon idée, et pour ne pas aussi pas faire du tort, je préfère maintenant, avec ce que je gagne, ce que j'ai, je vais acheter mon fer, je le transporte, je le descends et je le travaille. Un squelette de poisson réalisé il y a 23 ans, un arbre tout en fer ou encore des instruments de musique en tout genre. Quand je suis allé à Toulouse, bon, j'ai vu à l'église Saint-Cerné, il y a l'orgue qui joue les dimanches. Alors, il y a énormément de gens qui viennent pour écouter l'orgue jouer. J'ai vu qu'il y avait quand même un échange entre même les gens qui venaient de voir avec leur culture. Alors, quand je suis revenu, j'ai dit que bon, tiens, il fallait que je fasse aussi quelque chose qui puisse moi. D'abord, que je sois satisfait et que maintenant, qui veut le partage avec moi, le partage avec moi. Donc, ça, c'est la plaque de Toul qui fait 1 mètre sur 2. La plaque, elle est entière. Et c'était pour taquiner un tout petit peu nos tailleurs. Nos tailleurs, pour faire le fer comme le tissu. Quand vous voyez, il est bien cousu. Vous voyez, il y a ça, j'ai essayé de mettre les boutons et tout ce qu'il y a. Et vous l'avez fait à la main? Tout est fait à la main. Il n'y a aucune machine ici, sauf pour souder. Voilà. Tout ce que vous voyez là est plié par mes propres biceps. Le fer à l'état brut, c'est l'identité des pièces, même s'il y a quelques rares sensations de couleur. J'ai un peu enseigné à l'École supérieure des beaux-arts. J'ai eu à former les professeurs d'éducation, certains professeurs d'éducation artistique. Alors peut-être des fois aussi j'ai envie de taquiner la peinture, mais très rarement. Je préfère le naturel que le mirage. Ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, l'espace qu'il y a, c'est ça qui fait le mythe. Entre ce contraire et ce positif, c'est moi cet espace qui m'intéresse, cet espace mythique qu'il faut chercher, trouver. Les œuvres de Djibril, le Saint-Louisien, l'ancien professeur d'art, rivalisent d'originalité, de beauté et de richesse. Peu importe pour lui qui se refuse de les vendre, l'artiste ne fait que les échanger. Ainsi se referme donc cette édition. Bon samedi à toutes et à tous.